Bien, à la fin de la semaine dernière, on était au milieu d'une preuve. Et le théorème est que la taille minimale d'un circuit un circuit monotone qui peut décider si un graphe contient une clique de taille m est exponentielle. Pour l'instant, on va dire que la taille est m. Et si la taille est m, on a une suite, un straight line, une suite A1, A2 jusqu'à AM, où chaque AI est un ensemble EI, c'est-à-dire un ensemble comme ça, où l'intersection ou l'union de deux ensembles précédents. Et ici, on a une suite d'ensembles qui imitent le calcul, c'est-à-dire on a un treillis légitime, et là-dedans, on a des opérations qui ressemblent un petit peu à l'intersection et l'union. Et à la place de l'intersection et l'union, on fait ces opérations-là pour arriver à un autre ensemble qui est une approximation à cet ensemble qui doit être l'ensemble de tous les graphes qui contiennent une clique de taille m. J'ai changé de notation entre là et là. Alors ici, chaque AI est un sous-ensemble de l'ensemble des graphes. Mais alors après, je veux oublier cette notation-là et recommencer. Maintenant, les ensembles comme ça correspondent aux ensembles ici. Alors, pour définir le treillis légitime, on a introduit une opération de clôture. On dit que A1 jusqu'à AK implique A, si et seulement si pour tout I et J, l'intersection de AI et AJ est un sous-ensemble de A. I et J doivent être distincts, mais il n'est pas nécessaire que les ensembles A1 jusqu'à AK soient distincts. A et K clos si pour toute suite de K ensemble dans A qui implique un autre ensemble. L'autre ensemble est aussi dans A. Et tout le temps, A est un sous-ensemble de l'ensemble de sous-ensembles de 1 jusqu'à n de taille au plus L. Et il y avait aussi la convention que si jamais A contient un ensemble de taille 1, il contient tous les ensembles. J'ai expliqué pourquoi la semaine dernière. Et étant donné un ensemble une collection d'ensembles de taille au plus L, on définit cet objet-là. C'est l'ensemble de graphes qui contiennent une clique dont l'ensemble de sommets est un membre de cet A-là. Et on a ces opérations-là, et on a défini les ensembles d'erreurs, c'est-à-dire la différence entre l'opération, les nouvelles opérations et les vraies opérations de l'intersection et de l'union. Alors, l'erreur de l'intersection, c'est la différence entre... cet ensemble-là est toujours contenu dans cet ensemble-là. Et alors, la différence, et cette erreur-là, est dans d'autres sens, la différence, l'erreur de l'union et la différence entre A, cet ensemble-là égale, par définition,
Alors ça, c'est la différence. Et on a eu un lemme jusqu'au début pour dire que la différence entre le vrai AM, alors est-ce que je crois que je devrais, pour ne pas être trop... qu'est-ce que je dois dire? C'est encore un peu différent. C'est pas grave. Mais la différence entre cet AM et cet AM, c'est-à-dire cet ensemble moins cet ensemble-là, est contenu dans une union de M ensemble de ce type-là, et dans l'autre sens, cet ensemble-là moins cet ensemble-là est contenu dans une union de plus de M, M ensemble de ce type-là. Et on a commencé à prouver des lemmes un peu plus techniques. Surtout, on a montré deux choses qui sont assez importantes. Que si A est clos, alors il y a soit cet ensemble-là, on veut trouver un ensemble comme ça qui va approximer le vrai ensemble de graphes qui contiennent une clique de taille M. Alors soit on contient tous les graphes de ce type-là, mais malheureusement on contient tous les graphes tout court. Et sinon, si on ne contient pas tous les graphes, alors on contient au plus la moitié des cliques de taille M. Alors on peut contenir toutes les cliques, mais le prix à payer est qu'on contient tous les graphes. Et si on contient tous les graphes, il faut que... alors, c'est cet ensemble-là qui contient tous les graphes. Et alors, peut-être que je vais écrire quelque chose dans un moment, mais d'abord, si on contient au plus... alors maintenant, je continue. Si AM contient au plus la moitié des clics de taille M, alors grâce à cette observation-là et cette observation-là, que chaque ensemble d'erreurs contient au plus ce nombre-là de clics, alors il faut que M est plus grand que divisé par 2 divisé par 2. Alors, parce que sinon, il est impossible, parce que au moins la moitié des clics doivent être contenus dans cette union-là, parce que le nombre de clics dans cet ensemble-là est au plus la moitié des clics. Donc, toutes les autres clics doivent être contenus dans cette union-là, mais chaque ensemble dans l'union est assez peu petit. Donc, il faut avoir beaucoup d'ensembles d'erreurs. Et donc, la longueur du calcul ou la taille du circuit doit être au moins ce nombre-là. Dans un des cas, mais il y a un autre cas, alors ça c'est pas du tout la fin de la preuve.
parce qu'il est possible que... Alors, sinon, AM contient tous les graphes. On a toujours l'ensemble de sommets et 1 jusqu'à n. Et alors, tous les graphes m-1 partie complet je crois que je vais écrire MPC parce que sinon ça va être pour m-1 partie complet. Mais on ne veut pas avoir les graphes m-1 partie complet parce qu'un graphe m-1 partie ne contient pas une clique de taille m. Et on veut que notre AM soit l'ensemble de graphes qui contiennent une clique de taille m. Alors, on a beaucoup trop de ces graphes-là. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, il faut que... tous les graphes... Est-ce que j'ai mal... J'ai écrit la même chose 2 fois, mais je voulais dire... Alors, cet ensemble-là contient tous les graphes m-1 partie complets. On ne veut pas avoir des graphes m-1 partie, et donc tous les graphes m-1 partie doivent être contenus dans une union de m ensemble de cette forme-là. Et ça, on va montrer, implique aussi que m doit être assez grand. Alors, soit j'ai un graphe m-1 partie complet, on peut définir une coloration KG de 1 jusqu'à n de m-1 couleurs en mettant ou en, je vais dire selon les m-1 ensembles de sommets de G. Alors si j'ai un graphe tripartite comme ça, ma coloration va être quelque chose comme rouge ici, bleu ici et vert ici. Et si A est un sous-ensemble des ensembles de taille au plus L, alors G est un élément de cet ensemble-là, si et seulement si il existe A dans A par définition,
tel que A est un sous-ensemble de G. Et pour ça, G est un graphe M-1 partie. Il faut que chaque élément de A doit être dans un ensemble différent du graphe G, ou autrement dit que chaque élément de A a une couleur distincte dans la coloration KG. Alors, tel que mais A est un sous-ensemble de G, si et seulement si chaque A dans A a une couleur distincte de KG. Et on dit que A est proprement coloré. Et maintenant, obtenir une borne supérieure pour la probabilité qu'une pour une coloration M-1 coloration aléatoire de 1 jusqu'à n, qu'il existe un ensemble A dans un de ces ensembles d'erreurs qui est proprement coloré. Alors, si la probabilité qu'une coloration aléatoire, pour une coloration aléatoire, qu'il existe un tel ensemble est très petite, alors ça nous montre que la proportion de coloration aléatoire, ou la proportion de graphes M-1 partie complet dans cet ensemble-là est très petite. Et donc, il faut avoir beaucoup d'ensembles de ce type-là pour arriver à la différence. Il faut que cet ensemble-là contienne tous les graphes complets M-1 partie. Et donc, cette borne-là, une fois qu'on a cette borne-là, la preuve est à peu près finie. Et pour le faire, c'est ce lemme que je vais prouver maintenant, qui montre ou qui explique un peu cette définition un peu bizarre de cette opération de clôture. Alors, soit K, une coloration, une M-1 coloration aléatoire,
et soit A1, AK, A, des ensembles tels que A1 jusqu'à AK implique A, alors la probabilité, juste avant de dire ce que j'allais dire, je vous rappelle que cet ensemble d'erreurs est la différence entre, et cet ensemble ici égale, c'est facile à vérifier, c'est la même chose. Alors, c'est la différence entre la clôture et de A union B et A union B. Alors, ce qui nous intéresse va être le nombre de colorations ou la probabilité qui deviennent... qu'est-ce que je veux dire? La différence entre la probabilité qu'il y a un ensemble ici qui est proprement coloré et qu'il y a un ensemble ici qui est proprement coloré. Alors on va regarder ce qui se passe quand on construit la clôture de cet ensemble-là pour arriver là. Combien de colorations ajoute-t-on quand on est en train de le faire? Alors, mais c'était juste pour motiver ce que je vais écrire. La probabilité que A est proprement coloré et A1 jusqu'à AK ne sont pas proprement colorés. C'est-à-dire, ça va être le nombre de colorations qu'on va introduire quand on ajoute cet ensemble A. Alors, c'est ça que est au plus L carré divisé par M puissance K. Et peut-être je vais garder tout ça et recommencer ici. Et la preuve n'est pas trop difficile. Je vais faire quelque chose qui a l'air un peu cher, mais voilà. Alors, d'abord, je vais juste utiliser la commutativité de et, mais je vais remplacer le et que je devrais écrire ici par sachant que A est PC. Alors, il est trivial que c'est une borne supérieure pour cela, parce que la probabilité que les deux s'envoient ensemble, je divise par une probabilité qui est moins de 1, moins que 1. Et maintenant, la raison pour la définition est que, puisque toutes les intersections de AI et AJ sont contenues dans l'ensemble A, ça nous dit que tous les ensembles AI moins A sont disjoints.
il y a A ici. Si j'ai AI et l'intersection de AI et AJ est contenue dans A, ça implique que AI moins A et AJ moins A sont disjoints. Alors, la probabilité que AI est proprement coloré, étant donné que tous ces événements sont indépendants, parce que j'ai choisi une coloration de A, et maintenant il faut que ces couleurs-là doivent être distinctes de ces couleurs-là, et ces couleurs-là doivent être distinctes, mais ce sont des événements tout à fait indépendants. Et alors ça égale le produit comme ça. Et maintenant, je vais juste réécrire 1 moins la probabilité que AI est proprement coloré, sachant que A est proprement coloré. Et maintenant, je vais trouver une borne inférieure pour la probabilité que AI est proprement coloré, sachant que A est proprement coloré. C'est je vais supposer que AI intersection A à taille S et AI à taille S plus T. Alors maintenant, je peux dire exactement la probabilité. Alors, je sais, puisque A est proprement coloré, que toutes les couleurs dans AI intersection A sont distinctes. Alors, j'ai M-1 couleurs. Combien de choix ai-je pour le premier élément de AI que je veux colorer? J'ai M-1, mais il ne faut pas choisir une des S couleurs là. Alors, moins S divisé par... Ça, c'est la probabilité que la première couleur nous va, et après, c'est M-. Le seul problème ici est ce qu'en anglais on dit off by one error. Mais à part ça, c'est facile. M-1 moins S plus 1 divisé par M-1 jusqu'à M-1 moins S plus T divisé par M-1. Et on voit facilement que le cas qui est le pire est si AI à taille L et AI intersection A à taille 0. Alors, si AI est disjoint de A et à taille L, alors c'est parce que j'ai plus de termes, les termes que j'ai va inclure tous ces termes-là, et j'aurai d'autres termes qui sont... Alors, M-1 moins M-1 divisé par
m-1 égale le produit de J de 1 jusqu'à L-1, 1, non, de 0 jusqu'à L-1, mais ce n'est pas 1 moins J divisé par M-1, qui est plus grand que 1 moins la somme J de 1 jusqu'à L-1, parce que 0 ne fait rien. J divisé par M-1 égale 1 moins L-1, L-2 divisé par 2M moins 1, qui est plus grand que 1 moins L carré divisé par 2M carré. Et alors, on a une borne inférieure de ça, et donc on a une borne supérieure de L carré divisé par 2M. Je n'ai pas dû écrire 2M carré, juste 2M. De 2M ici, et je prends le produit et j'arrive à la borne que j'ai. Est-ce que j'ai vraiment besoin du 2 oui, je peux effacer le 2 si je veux, parce que ça, voilà, ça nous donne une borne un peu plus facile à utiliser après. Je vais juste écrire comme ça, parce que c'est fini. Une fois qu'on a cette borne-là, il est très facile de substituer ici et arriver à la fin de la preuve. Bien. Maintenant, on a fini parce que... Ah non, il y a une chose de plus. Corollaire. La probabilité que pour toute A union B, A et B, que cet ensemble-là moins cet ensemble-là contient un A qui est proprement coloré est au plus n puissance, non, la somme je vais écrire d'abord la borne que j'avais ici, multipliée par la somme I égale 0 jusqu'à L n, I parmi n. Ça, c'est la taille de l'ensemble n inférieur ou égal à L, qui est au plus n puissance L alors il va falloir choisir nos paramètres tels que cette quantité-là soit petite. Alors ça, on a un nombre assez
assez grand, mais on a le choix de L, M et K pour... on va le faire dans un moment. Et la preuve, le nombre d'ensembles qu'on ajoute à A union B quand on forme la clôture est au plus la taille de c'est une borne tout à fait triviale, mais heureusement ça marche. Et on peut faire un peu de mieux que ça, mais c'est plus simple, juste utiliser cette borne absolument triviale. Et alors, et chaque fois qu'on ajoute un nouvel ensemble, c'est parce qu'il y a des ensembles A1 jusqu'à AK tels qui impliquent le nouvel ensemble. Et chaque fois qu'on fait ça, le nombre de colorations, la probabilité que maintenant il existe un ensemble qui est proprement coloré et avant il n'existait pas, est borné par cette quantité-là, par le lemme, et donc c'est fini. Et donc, on a le résultat, puisque on a cette borne-là. Et maintenant, il s'ensuit que si AM contient tous les graphes, alors M est plus grand que le réciproque de ça, c'est-à-dire N puissance moins L L carré divisé par M puissance moins K. Ce serait meilleur de dire, je vais que M, je pense que c'est plus facile à lire. Et alors, en tout cas, on a que M est plus grand que le minimum de N moins L, M divisé par L carré puissance K, et la borne qu'on avait avant, qui était un quart de puissance L divisé par 2. Et on a le droit de choisir K, M et L, mais il y avait des conditions. Il fallait que 2 K-1 M est au plus N. Je crois que c'est tout. Et maintenant, je vais juste... On peut
faire un calcul, en anglais on dit back of envelope, mais on peut choisir les paramètres. Et les bons paramètres sont m égale n puissance 2 tiers, k égale n puissance 1 tiers divisé par 2. Et alors maintenant, L... Ah, je pense que j'aurais dû garder le 2 là, parce que... Oui, je préfère garder... C'est pas... Parce que si c'est pas important, mais si j'ai le 2, je peux dire que L, même si L égale n puissance 1 tiers, j'aurai un 2 là que je préfère. Et quoi d'autre? Et alors n puissance moins L égale 2 puissance moins L, le logarithme de n. Et je veux que ça soit beaucoup, je veux que ça soit beaucoup plus petit que 2 puissance k, et 2 puissance k égale n comme ça. Et donc je vais choisir, si je n'ai pas fini, décider, je vais diviser par, je ne sais pas, 10 fois le logarithme de n pour que cette quantité-là soit beaucoup plus petite que 2 puissance k. Et si je fais ça, le minimum va être un quart de puissance L sur 2. Et alors, la borne finale que j'obtiens pour m, alors, si on a tout ça, alors m est plus grand que 1 quart de puissance n divisé par 20, le logarithme de n. Mais ce qui compte est que c'est une borne exponentielle, ou exponentielle dans une puissance de n. Et il y a une remarque pour finir, qui est que la taille du problème n'est pas n. On a des graphes à n sommets, mais alors le nombre d'arêtes, si on veut coder un graphe comme une suite de 0 et 1, le nombre la taille de la suite va être 2 parmi n. Alors, cette n, si le nombre d'arêtes est je sais pas, t, alors cette n puissance 1 sur 3 va être t puissance 1 sur 6. Alors, c'est ça, c'est-à-dire la borne qu'on a obtenue pour la complexité monotone d'une application dans NP avec T entrée et à peu près divisé par log T avec un constant comme ça. Et j'ai décidé, voilà, c'est la preuve du théorème de Rasborov est finie maintenant. Et la semaine dernière, j'ai dit que je croyais ne pas avoir le temps pour la dernière partie du cours que j'avais envisagé, mais maintenant j'ai changé d'avis et je crois que j'ai le temps.
mais il faut me dépêcher un tout petit peu. Et donc je ne vais pas écrire peut-être... je vais écrire un peu moins et parler un peu plus. Parce que je crois que ce résultat est tellement beau, est tellement lié aux autres résultats dont j'ai parlé, que j'ai vraiment envie de l'expliquer. Et donc c'est ce que je vais faire. Et je vais recommencer tout de suite pour ne pas perdre du temps. Je vais l'introduire et je vais vous donner... Il est possible même que j'ai fini un peu tôt, mais c'est toujours pas une bonne idée de dire ça. On verra. Alors la question qu'on va nous poser, on va se poser, est la question pourquoi est-il tellement difficile de montrer que P n'égale pas NP? Et on va voir qu'il y a une raison assez précise pour la difficulté. Alors, on va montrer qu'il n'existe pas une preuve naturelle que P n'égale pas NP. Alors si vous voulez trouver une preuve que P n'égale pas NP et gagner $1 million, il faut trouver une preuve qui n'est pas du tout naturelle. Alors en gros, c'est ça qu'on va montrer. Mais il y a quelques remarques qu'il faut faire. Mais c'est quoi, en gros, une preuve naturelle? Alors, on peut avoir une... D'abord, il y a l'idée d'essayer d'utiliser les circuits pour obtenir une borne inférieure. Pour montrer qu'il n'y a pas un algorithme, on va essayer de montrer qu'il n'y a pas un circuit de taille polynomiale pour quelques problèmes dans NP. Et comment va-t-on faire ça? Une idée très naturelle est de chercher une propriété des applications. Alors, on a une propriété pi, par exemple. Non, je vais utiliser sigma. Pour simplicité, ou pour simple. L'idée est qu'on va essayer de montrer que si on a une application qui peut être calculée par un circuit de taille polynomiale, dans un certain sens qu'il faut inventer, cette application-là est simple. Et il faut montrer aussi que notre problème dans NP n'est pas du tout simple. Et donc, si on a ça, on a une preuve que P n'égale pas NP. Et je vais parler d'un résultat remarquable de Rasburov encore, et Rudich, qui montre que la propriété de simplicité doit être un peu bizarre pour une telle preuve. Si on veut qu'une telle preuve marche, la propriété de simplicité soi-même doit être très étrange. Et il y a deux façons. Alors, on penserait, si on avait une propriété de simplicité, que la grande majorité des applications booléennes ne seraient pas simples, parce que simplicité est une propriété spéciale. Et on veut aussi que la propriété n'est pas une propriété triviale, c'est-à-dire on ne veut pas dire, parce que je peux vous donner une propriété, par exemple, la propriété de
pouvoir être calculé par un circuit de taille polynomiale. Mais ça, c'est une propriété qui est triviale et équivalente à ce qu'on veut analyser. Et donc, on veut que la propriété soit même, doit être non triviale et pas trop bizarre. Et l'idée que Rasborov et Woolidge ont eue est que si on a une application booléenne de n variables, on peut coder cette application en forme de suite de 2 puissance n variables. C'est la table de vérité de cette application. Alors pour chaque suite de taille n, on a la valeur de phi, et donc on a une énorme suite de valeurs. Et ça, alors, une propriété d'application booléenne va être une application de comme ça. Une propriété d'application booléenne est une application booléenne de 2 puissance n variables. Donc on peut parler de la simplicité de cette propriété, et une propriété naturelle et on pourrait dire que la propriété est raisonnable si on peut la calculer avec un circuit de taille polynomiale. Mais maintenant, de taille polynomiale veut dire de taille au plus 2 puissance un multiple de n, parce que 2 puissance n puissance c égale 2 puissance cn. Ce que je vais dire, la seule chose qui est compliquée est qu'il faut garder en tête la différence entre une application booléenne de n variables et une application de 2 puissance n variables, les propriétés de... C'est un peu compliqué, juste garder tout ça et distinguer. Et l'idée que la notion d'un circuit de taille polynomiale en 2 puissance n, c'est un peu bizarre quand on la voit pour la première fois. Mais le résultat est que si l'hypothèse que tout le monde croit est vraie, il n'existe pas une propriété de simplicité telle que la grande majorité de fonctions sont compliquées, et la propriété peut être calculée par un circuit de taille au plus 2 puissance un constant multiplié par n. Donc il y en a deux choix. Soit notre propriété de simplicité est vraie pour presque toute application booléenne, qui est un peu bizarre, soit la propriété de simplicité est très bizarre, tellement bizarre qu'on ne peut pas la calculer par un circuit de taille de puissance Cn. Et je vais vous donner la raison, l'idée de la preuve tout de suite, et après on va avoir des détails après une petite pause. Alors, imaginez qu'on a une distribution sur
une distribution delta, je sais pas, sur des applications booléennes. Alors, je vais choisir une application au hasard selon une distribution de probabilité, telle que si la probabilité de phi n'égale pas 0, alors il y a un circuit de taille au plus n puissance c qui calcule phi, c'est-à-dire toutes les applications dont la probabilité n'est pas 0 sont des applications de complexité polynomiale. Et deuxièmement, pour chaque circuit, je vais être un peu informel pour l'instant. De 2 puissance n entrées et de taille polynomiale circuit C. Et je veux utiliser la même lettre pour le circuit et pour l'application qui est calculée par le circuit. La probabilité, si je choisis phi selon la distribution pi, que c de phi égale 1, alors, il faut penser, ce circuit-là, c'est un test statistique. On veut essayer de distinguer entre cette distribution-là et la distribution uniforme. Et alors, ici, j'ai pris une application au hasard selon la distribution pi, et j'ai fait le test. Le test, est-ce que c de phi égale 1 moins la probabilité. Si je choisis phi uniformément, supposons que ça, c'est au plus de puissance. Alors, en gros, imaginez que les probabilités sont à peu près pareilles, à peu près égales. Dans ce cas-là, si on a une propriété sigma qui peut être calculée par un circuit de taille de puissance O de n, on verra que la probabilité qu'une application phi a la propriété sigma, moins la probabilité qu'une application choisie tout à fait au hasard a la propriété est très petit. Mais grâce à la première condition là, sigma est une propriété de simplicité. Alors, sigma doit être vrai
pour toutes les applications de taille, de complexité au plus polynomiale. Et donc, cette probabilité doit être 1 si on remplace C par sigma. Et donc, cette probabilité-là doit être 1, presque 1, au moins 1 moins. Alors, ça nous dit que la probabilité, si je choisis uniformément une application, que cette application est simple, est presque 1. Et alors, on a ce choix-là. Si sigma peut être calculé par un circuit de taille polynomiale, alors d'ici. Alors, on dit que cette distribution est pseudo-aléatoire, c'est-à-dire on ne peut pas distinguer entre cette distribution et la distribution uniforme par un circuit de taille polynomiale dans le nombre d'entrées. Et ce que je vais faire après la pause, et je vais vous montrer comment utiliser une assumption que tout le monde croit pour construire une telle distribution pi. Et c'est difficile. Il faut garder en tête quand on parle d'une propriété de simplicité, c'est une propriété d'une propriété de blablabla. Et maintenant, on va parler d'une distribution. C'est un peu compliqué. Voilà. On verra après. La preuve est facile, mais quand même un peu difficile à comprendre. Oui. En réalité, c'est facile, mais juste. Voilà, on verra. Alors, on recommence à 11h07. Alors, l'idée est de construire une distribution pseudo-aléatoire sur les applications booléennes de n variables. Et j'ai dit qu'on va utiliser une hypothèse. Qui ressemble un peu à ce qu'on va prouver, qu'on veut prouver, mais ce n'est pas du tout égal. Il existe un générateur pseudo-aléatoire. Je vais dire quelque chose un peu plus précis dans un moment, mais l'idée est qu'il existe une application dont la sortie a l'air d'être tout à fait aléatoire. Peut-être je vais... Ouais. Et l'hypothèse est un peu plus précise que ça parce que je vais utiliser un générateur d'une forme qui va nous servir. Alors, il existe un epsilon positif tel que pour tout entier K, il existe une application θ de 0 à 1 puissance k jusqu'à 0 à 1 puissance 2k.
tel que pour tout circuit de taille polynomiale. Et juste pour être un peu plus précis, je pourrais dire parce que il faut, c'est quoi le degré du polynôme, et donc je vais dire n quelque chose comme ça, juste pour être presque un polynôme, si vous voulez, mais les détails ici ne sont pas trop importants. On a que circuit C, on a que la probabilité, si on choisit x dans 0,1 puissance k et on calcule θ de x et c de θ de x, moins la probabilité si on choisit y tout à fait au hasard, est au plus ah non, je crois que je voulais j'ai pas voulu dire ça, de taille au plus encore plus grand que polynomial. Presque exponentiel. Non, ça c'est important. Alors, même si on a un très grand circuit, mais pas 2 puissance k, mais 2 puissance k puissance epsilon, ce circuit-là ne peut pas distinguer entre l'image d'un élément aléatoire de 0,1 puissance k et un élément qui est vraiment aléatoire dans 0,1 puissance 2k. C'est ça le générateur aléatoire. On a la racine carrée du nombre d'éléments de cet ensemble-là. Si on prend un élément de 0,1 puissance k et on applique l'application θ, et donc le nombre d'éléments est beaucoup plus petit, mais quand même, il est difficile à distinguer entre θx et y statistiquement. Et juste un petit point de notation. On va écrire θ0 et θ1 dans 0,1 puissance k, c'est-à-dire θ0x sont égale le début de θx et θ1 de x égale la fin de θ de x. Et maintenant, ça devient un tout petit peu compliqué. Maintenant, pour tout x
on construit une application phi de x de 0,1 puissance n jusqu'à 0,1 par phi de x d'y égale, alors y est un élément de 0,1 puissance n, et alors qu'est-ce qu'on fait? Y est une suite de 0 et 1. On commence avec x. Si on a un 0 là, on prend θ0 de x, qui est un élément de 0,1 puissance k. Et alors on peut utiliser l'application θy2 de x, etc. etc. Et la composition de toutes ces applications, chaque application θ yi est soit θ0, soit θ1, et les applications θ0 et θ1 sont des applications de 0,1 puissance k jusqu'à 0,1 puissance k, et alors on peut les composer, et on arrive à ça. Et je n'ai pas tout à fait fini parce que ça prend des valeurs dans 0,1 puissance k, mais on veut juste 0 ou 1. Mais à la fin, on prend le premier chiffre. Alors, c'est un tout petit peu compliqué, mais la seule chose, ce qui est assez clair est que phi de x est une application bien définie de y, et pour chaque x dans 0,1 puissance k, on a une application phi de x, et quelque chose que je n'ai pas dit, je vais prendre n égale k puissance epsilon sur 2. Et quoi d'autre? On cherche une distribution pi. Alors pi va être une application phi de x où x est choisi au hasard de 0,1 puissance k. Et est-ce qu'on a la première propriété? Alors est-ce qu'il est vrai que chaque phi de x peut être calculé par un circuit de taille polynomiale? Il y a une chose que je n'ai pas dit sur θ. J'ai oublié de dire que θ calculable en temps polynomial. Et même si on avait un circuit, ça suffirait pour nous, mais on croit que cette hypothèse... je n'ai pas dit, mais je crois que cette hypothèse est vraie si on ne peut pas trouver les factorisations. Aussi le problème du logarithme discret n'est pas facile, ou choses comme ça. Alors, il y a des vraies raisons pour croire
que cette hypothèse est vraie. C'est un peu plus fort que l'hypothèse que P n'égale pas NP, parce que si P égale NP, on a une question, est-ce qu'on a la sortie est-ce qu'il existe un x tel que θ de x égale y? C'est une question en NP, et donc si P égale NP, on peut distinguer facilement entre les deux, mais même si c'est plus fort que P n'égale pas NP, il y a des raisons pour le croire. Et donc, pour calculer phi de x, on a juste une composition d'applications qui peuvent être calculées en temps polynomial, et le nombre la taille de la composition est n, et donc quand on multiplie par n, on arrive à... Alors cette application phi de x peut être calculée en temps par un circuit de taille polynomiale. Alors on a cette première propriété-là. Mais la deuxième est plus compliquée. Mais quand même... Alors, l'idée maintenant est de montrer que si on a ça, on a ça pour cette distribution sur des applications booléennes. C'est-à-dire, si l'hypothèse qu'il existe un générateur pseudo-aléatoire est vraie, on peut... la distribution va satisfaire la deuxième propriété qui ressemble à cette propriété-là, mais ici on a une propriété d'éléments de 0,1 puissance 2k. Et ici on a ce qu'on appelle un générateur d'application pseudo-aléatoire, pseudo-random function generator, et pas juste un générateur de suite de 0 et 1. Et qu'est-ce qu'on va faire pour prouver... Alors, ce qu'on va essayer de faire maintenant est de prouver qu'il est difficile de distinguer entre une application aléatoire construite comme ça. Alors, on choisit un x au hasard et on construit l'application phi de x, et une application psi de 0,1 n jusqu'à 0,1 choisie au hasard, uniformément. C'est l'idée. Et pour ça, je vais dessiner un grand arbre. Mais peut-être pas trop grand. Alors, je vais arrêter à 3 niveaux comme ça. Qu'est-ce qu'on fait pour calculer pour calculer phi de x, ou pour calculer un phi de x choisi au hasard?
D'abord, on choisit x tout à fait au hasard dans 0,1 puissance k. Une fois que c'est choisi, si y1 égale 0, on applique θ 0. Si y1 égale 1, on applique θ 1. Et on continue comme ça. C'est un peu comme un arbre de décision. Ce n'est pas exactement ça, mais on peut dire... Ici, on pose la question, c'est quoi le premier chiffre de y? Si c'est 0, on fait ça. Si c'est le deuxième chiffre égale 1, on fait ça. Si le troisième chiffre égale 1, on fait ça. Et on arrive à la réponse ici. Ici, on arrive à un élément de 0,1 puissance k, et dont on prend le premier chiffre pour arriver à la réponse. Et on veut montrer qu'une application choisie au hasard comme ça est difficile à distinguer d'une application choisie tout à fait au hasard. Comment est-ce qu'on peut choisir une application au hasard? On peut... j'ai besoin d'une autre couleur. Alors, je ne vais pas choisir un x au hasard ici, ni là, ni là, ni là, ni là, ni là, ni là. Mais ici, je vais choisir un x au hasard, mais ça va être x 0, 0, 0 ou quelque chose comme ça. X 0, 0, 1 jusqu'à x 1, 1, 1. Alors, je vais vous montrer une méthode un peu compliquée pour définir une application aléatoire. J'aurais pu dire, juste prenez une valeur tout à fait au hasard, mais ce que je vais faire à la place, pour chaque chemin dans l'arbre, j'arrive à une feuille, et à la feuille, il y a un x que j'ai choisi au hasard, dont je vais prendre le premier chiffre. Et je choisis, tous ces choix sont indépendants, bien sûr. Alors, ça c'est l'origine, ça c'est la destination. Je vais aller dans cette direction-là. Maintenant, je vais construire toute une suite d'arbres comme ça. Alors, ça va être une suite de distribution de probabilités sur des applications booléennes qui commencent avec les applications purement aléatoires et arrivent à des applications pseudo-aléatoires. Je veux montrer, je vais utiliser cette hypothèse-là pour prouver que chaque fois qu'on change un tout petit peu la distribution, on ne peut pas distinguer entre les deux avec un circuit. Et c'est un peu... Alors, au milieu de... une étape intermédiaire va être quelque chose comme... et maintenant... Alors, ici, c'est quoi la distribution? La distribution est, je choisis au hasard un x, alors ça va être 0, 0, x 0, 1, et ici juste un x 1 au hasard. Et pour la prochaine étape,
Pardon, je choisis ces x là au hasard, mais une fois que je les ai choisis, je continue comme dans l'arbre pseudo-aléatoire, pour la distribution pseudo-aléatoire. Alors, c'est quoi une application aléatoire pour cette distribution-là? C'est je choisis x00, x01 et x1 au hasard. Une fois que je les ai choisis, si par exemple je veux la valeur de 0, 1, 1, je suis le chemin jusqu'au point où j'ai un choix aléatoire que j'ai déjà fait. Et après, j'applique θ1 pour arriver à un élément de 0,1 puissance k dont je prends le premier chiffre. Alors, l'idée est que je commence par juste arriver à un point où il faut faire un choix aléatoire et je continue avec les θ0 et θ1. Et pour passer d'une étape à une autre, qu'est-ce que je fais? Je choisis un sommet de l'arbre dont les deux enfants sont au bout sont les racines des petits arbres là, petits arbres. Je peux choisir toute une séquence de forêts comme ça. Je commence comme ça et après peut-être je change. Le premier changement que je ferais serait de remplacer ces choix aléatoires par un choix aléatoire ici et θ0, θ1. Mais je crois que c'est mieux. Alors. On construit une séquence de distribution telle que chaque distribution remplace un des par alors aléatoire par aléatoire θ0, θ1. Il est facile de voir que ça existe. On peut par exemple commencer par le premier niveau et après le deuxième niveau, etc. Et combien de distributions va y avoir de 2 puissance, je crois que c'est 2 puissance n moins 1 ou 2 puissance n, j'ai oublié. Et maintenant, je vais utiliser cette hypothèse-là pour montrer qu'il est très difficile de distinguer entre chaque distribution et la suivante.
Et l'idée n'est pas trop compliquée. Quand je passe de cette distribution à celle-là, qu'est-ce qui a changé? La seule chose qui a changé est que, à la place de choisir ces deux valeurs au hasard, j'ai choisi un élément ici au hasard, c'était x0, et alors, à la place d'un élément x00, x01 aléatoire de 0,1 puissance 2k, j'ai choisi un élément x02 à 0,1 puissance k, et j'ai pris θ de cet élément. Donc, c'est exactement la chose qui est difficile à distinguer par cette hypothèse. Mais pour être un peu plus précis, qu'est-ce qu'on dit? On dit que si on conditionne sur le choix de x1 ici, et en général, s'il y a d'autres choix, on conditionne sur tous les choix-là. Si on avait... j'ai effacé... Ah non, je n'ai pas fait. Si on avait un circuit qui pouvait distinguer entre... Ah non. Alors, en soi... C'est quoi C là? J'ai utilisé la même lettre qui est un peu... Alors, je vais écrire C0 juste pour avoir une lettre différente. Ok, soit C0, un circuit de... et de taille une fois que j'ai conditionné sur les valeurs des autres xi, qu'est-ce que je vais faire je vais essayer d'utiliser C0 pour distinguer entre un élément pseudo-aléatoire de 0,1 puissance 2k et un élément purement aléatoire. Et je vais le faire comment? Alors, j'ai deux applications, ou deux distributions sur des applications. J'ai cette distribution-là et cette distribution-là. Et le circuit, chaque fois que quelqu'un me donne une application choisie au hasard selon cette distribution-là, je peux utiliser le circuit C0 pour voir si la valeur égale 1, et également pour cette distribution-là. Et on voit que 2 puissance 0n est beaucoup moins que 2 puissance k puissance epsilon, parce que n égale k puissance epsilon sur 2. Et donc, ça nous donne un circuit de taille beaucoup moins que 2 puissance k puissance epsilon. Alors, l'idée est que si je veux distinguer entre θx, statistiquement entre θx et y, je construis cette distribution en utilisant θ de x, et je construis l'autre distribution en utilisant y.
et j'utilise le circuit C0. Et puisque j'ai cette hypothèse-là, j'arrive à la conclusion que si phi et psi sont choisis au hasard selon une distribution et la distribution suivante, alors la probabilité que C0 de phi égale 1 moins la probabilité que C0 de psi égale 1 est au plus 2 puissance moins k puissance epsilon par l'hypothèse pour égale 2 puissance moins n carré. Difficile. Je peux effacer ça. Ça, c'est la partie le plus difficile à comprendre. Parce que c'est juste savoir les types des objets dont on parle. On a des distributions de probabilités sur les applications. C'est un objet de beaucoup de niveaux dans l'hierarchie des ensembles. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que chaque distribution est très difficile à distinguer de la distribution suivante, mais maintenant par l'inégalité triangulaire, on a une suite d'au plus 2 puissance n distributions, et donc par si psi est choisi au hasard, la probabilité, si x et psi sont choisis au hasard, la probabilité que C0 de phi de x égale 1, c'est une application choisie au hasard selon cette distribution ici, moins la probabilité que C0 de psi égale 1 est au plus 2 puissance n moins n au carré, qui est beaucoup plus petit que 2 puissance quelque chose qui est linéaire en n, dans n. Donc en gros, c'est la fin de la preuve, mais je crois que je devrais juste récapituler un tout petit peu. L'idée est que si on veut prouver qu'il ne peut pas y avoir une preuve simple, une propriété de simplicité naturelle, l'idée est d'essayer de trouver une distribution sur des applications qui ont des circuits de taille polynomiale, qui est pseudo-aléatoire, dans le sens qu'il n'existe aucun circuit qui peut distinguer entre une de ces applications
une de ces applications est une application choisie au hasard. Alors, parce que si c'est le cas, soit une propriété de simplicité ne peut pas être calculée par un tel circuit, donc la propriété est un peu bizarre, soit grâce à cette inégalité-là, la propriété de simplicité est vraie pour tous les circuits de taille polynomiale, et donc cette probabilité égale 1, donc cette probabilité est presque 1, et donc la propriété est vraie pour presque toutes les applications booléennes, qui est un peu bizarre pour une autre raison. Alors, ce qui reste est de trouver une telle distribution. Et c'est pas ça qui... Je devrais mentionner deux autres noms, parce que Rasparov et Rudich n'ont pas inventé cette méthode. C'est une petite adaptation d'une idée de Bloom et Micali. C'est l'idée d'utiliser un générateur pseudo-aléatoire pour trouver des applications pseudo-aléatoires. Alors, c'était assez standard. La vraie importance de l'article de Rasparov et Rudich était de juste avoir l'idée de prouver un tel théorème, prouver un résultat précis qui explique une des raisons pour la difficulté du problème P et NP. Et après, mais dans l'article, il y a d'autres choses pour le rendre plus convaincant. Ils ont analysé beaucoup de méthodes précédentes pour trouver des bornes inférieures pour la taille des circuits. Ils ont montré que dans chaque cas, la preuve était soit naturelle, soit naturalisable. C'est-à-dire on peut trouver une preuve à peu près équivalente qui était naturelle. Et donc, ils ont montré que toutes les méthodes qu'on avait ne pouvaient pas être utilisées pour prouver que P n'égale pas NP. Depuis, bien sûr, les gens ont réfléchi beaucoup en se disant alors, si on avait une preuve non naturelle, comment on peut... Et si on veut essayer de trouver une preuve qui n'est pas naturelle, on a un choix. Il y a deux façons dans lesquelles la preuve peut être pas naturelle. Soit il faut trouver une propriété. Par exemple, si on veut prouver que le problème des circuits hamiltoniens n'a pas un circuit de taille polynomiale, on peut peut-être trouver une propriété un peu bizarre de simplicité telle que presque toutes les applications sont simples, mais l'application qui dit 1 si un graphe contient un circuit hamiltonien et 0 sinon est compliquée. Alors on peut dessiner la propriété avec un exemple en tête, peut-être. Ou peut-être on peut, c'est ce qui j'aime plus, peut-être on peut essayer de définir une propriété de simplicité qui ne peut pas être calculée avec un circuit de taille polynomiale. La dernière remarque que je veux faire, et avant de finir, et que, comme j'ai dit, l'hypothèse qu'il existe un générateur pseudo-aléatoire
est un peu plus fort que P n'égale pas NP, mais en gros, c'est assez similaire. Et donc, on a une situation un peu bizarre que si une hypothèse qui est un peu comme P n'égale pas NP est vraie, alors il est difficile de prouver que P n'égale pas NP. Alors, si ce qu'on veut prouver est vrai, il est difficile de prouver que c'est vrai. Il y a cet aspect un peu self-defeating, je ne sais pas comment on dit ça en français. Mais il y a même des gens qui pensent que peut-être le problème P égale NP n'est pas décidable pour une raison un peu comme ça, qu'il y a un paradoxe qui... Mais moi, je suis optimiste. Je crois qu'un jour, quelqu'un va le prouver, mais voilà la raison pour laquelle c'est difficile. Et merde, j'ai fini un peu tôt, mais pas trop. Et pour ceux qui vont passer un examen, je vais vous envoyer un mail bientôt pour discuter des dates et la forme de l'examen. Bien. Merci.